l'annonce va parler, voilà, elle apparaît sur vos écrans et si vous êtes d'accord, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le choix de ne pas être là ou bien simplement de fermer votre micro et voilà, ou votre caméra. Donc, écoutez, on va laisser la parole à Sayouba pendant à peu près 35 minutes, peut-être jusqu'à 45 minutes maximum. Donc, jusqu'à 1h30, 1h40. Ça nous laissera une vingtaine de minutes pour poser des questions et discuter. On pourra, au besoin, si nécessaire, déborder de quelques minutes, mais sinon, on prévoit de terminer autour de 2 heures. Alors, merci d'être là, Sayouba. À toi la parole. Bonjour, professeur, je vous remercie. Mais je remercie également les organisateurs ou les organisatrices de cette rencontre. Mon public aussi remercié en ce sens-là. Donc, notre présentation, comme vous venez d'introduire, tourne autour de l'administration des écoles arabophones en Afrique de l'Ouest. Donc, la question est fort intéressante. Pour nous, cette formation serait une occasion pour se familiariser avec la question de l'arabité en Afrique de l'Ouest, mais aussi aller questionner l'histoire même de l'arabité dans cette région d'Afrique et également voir comment le processus de formation dans ces écoles arabophones se passe en Afrique jusque-là. Si je dis Afrique, vraiment, je vais dire Afrique subsaharienne. Donc, en ce sens-là, vous allez voir à ma forme, la présentation sera partagée en entre trois axes-là, en commençant par histoire même, puisque je pense quand même très passionnant cette partie, d'aborder les questions de l'histoire de l'arabité, puisque des fois on se questionne en voyant certains Africains s'intéresser à l'arabité, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel lien ces personnes-là ont avec l'arabité? On comprendra qu'il s'agit d'un lien qui date de très longtemps. Donc voilà, ça concernait comme plan de présentation. Je pense que le professeur m'a déjà présenté, donc je continue. L'objectif même de cette présentation, comme je viens de dire, à la fin de cette conférence, j'espère bien que les participants seront familiarisés avec le concept d'école arabophone. Tantôt, on va attendre quelque part la question des arabisants, mais moi, j'ai préféré des questions arabophones en Afrique. Parler comme on parle de francophones, on parle d'anglophones. J'ai essayé quand même de cliquer cela, de calquer cela aussi pour que ça soit vraiment bien parlant en ce sens-là. On réalisera aussi l'histoire, comme je viens de mentionner, contextualiser aussi les écoles arabophones dans cette partie d'Afrique. L'histoire. Quand on parle de l'histoire, ici, moi, vraiment, c'est cette partie d'Afrique qui m'intéresse dans cette présentation. Vous voyez, quand on prend ici, ce côté-là, c'est ici, je vois Mali, Niger, Nigeria, Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée. Cette partie-là, on voit, aujourd'hui, là, quand je parle d'Afrique de l'Ouest, vraiment, c'est cette partie qui m'intéresse. Il y a une petite partie aussi. Tantôt, vous allez me voir parler de la Mauritanie aussi, puisque la Mauritanie fait partie de l'Afrique de l'Ouest, puisque la Mauritanie n'est pas totalement arabophone, puisqu'il y a des Mauritaniens qui ne se reconnaissent pas en tant qu'Arabes, mais ils se reconnaissent en tant qu'arabophones, tout comme les Ouest-Africains. Donc là, ici, pourquoi, évoquant l'arabophonie en Afrique,
c'est comme une façon d'aller évoquer beaucoup de spécialités qui ne sont pas bien connues auprès des instances éducatives dans cette région. C'est comme une façon d'aller parler de l'administration. C'est une autre façon de parler de la sociologie, mais parler des droits, des théologies, d'anthropologie, de l'économie, des finances, des civilisations, surtout des civilisationnistes, parler de gestion aussi. Mais dans tout ça, on voit que très souvent, lorsqu'on évoque l'arabité ou l'arabe dans cette région, c'est la partie théologie qui capte les gens très souvent. Pourquoi c'est là? Il y a des questionnements là-dessus. Peut-être à travers ce que je vais présenter, on aboutira à la réponse. Si jamais tel n'est pas été le cas, on ne va pas hésiter de nous rappeler et de questionner ça pour qu'on puisse vraiment s'arrêter là-dessus comme il faut. OK. Le concept, dans cette présentation aussi, c'est comme concept clé pour moi de m'arrêter sur notion d'élite alternative et école arabophone. École arabophone, c'est comme école qui a comme langue d'enseignement la langue arabe, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, puisqu'on emploie cela pour dire, à l'intérieur de ces écoles-là, il y a beaucoup de formations qui se donnent. C'est vrai, à la base, peut-être il y a la religion qui était à la base, il y a la religiosité qui était à la base, la religion musulmane qui était à la base, mais de nos jours, comme nous allons voir après la formation initiale ou formation de base, ces élèves-là, quelles sont les formations que ces élèves qui deviendront des étudiants, qu'est-ce qu'ils apprennent étant dans le monde arabe aussi, puisque c'est intéressant de voir tout cela pour se faire une idée, un portrait global sur cette formation. Sinon, si on a le portrait d'une partie de leur formation, peut-être on risque de se tromper un peu. On risque de catégoriser ou d'étiqueter la formation sans vraiment avoir une vision globale là-dessus. Donc, école arabophone, comme on le voit, il s'agit des écoles qui ont l'arabe comme langue d'enseignement. Maintenant, question d'élite alternative, moi, personnellement, cette notion m'interpelle beaucoup. Il s'agit d'une sorte de néologisme, si je me permets de le dire. Lorsque j'étais en Turquie, on travaillait sur un colloque d'enseignement de l'arabe comme langue seconde. En échangeant, ça vraiment quelque chose qui m'a interpellé là-dessus. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'Afrique arabophone, l'Afrique s'est transformée à un moment donné. Il y a une nouvelle élite qui a pris le terrain. Avec l'avènement de cette nouvelle élite-là, moi, je me dis, à partir de ce moment-là, je parle d'élite alternative, c'est-à-dire une élite, mais qui vient remplacer une autre élite qui était là avant. Donc, tout va se passer où? Au XXe siècle, là. Je vais aller vite comme ça. Vraiment, c'est à partir de là. On va se retrouver. Question d'élite alternative va venir en ce moment-là. Avant cette étape-là, nous allons constater qu'il y avait d'autres types d'élites dans ce continent-là. OK. Et après du XXe siècle, plus précisément à partir de 1960, il y a eu changement total jusqu'à nos jours. OK. Donc, je reviens à mon histoire. Quand on regarde l'Afrique, vraiment en général, là, on se retrouve, on se questionne, ça commence depuis quand là? Les ressources scientifiques qui sont là, puisque tout cela, ce que nous voyons, ce que les propos de Pérez que je vais présenter ici, d'une façon comme des fragments, là, ce sont des propos vraiment qui émanent d'une réalité africaine, puisqu'il y a comme une sorte de ligne de temps que j'ai ici. Peut-être ça serait une bonne idée aussi que je le présente même avant de venir là. Ligne de temps. Cette ligne de temps-là, si je vais aller essayer de les présenter et puis après ça, on revient à ça. Peut-être mode plein écran, Laurent, c'est possible de me sortir de là? Je vais aller sur... OK. OK. Donc là,
Si, merci. Donc, on regarde là, nous allons voir, question de l'arabité en Afrique de l'Ouest, là, ça date de très, très longtemps. Voilà une sorte de ligne de temps. Si on se retrouve là, c'est un peu osé, mais il faut le dire. Quand on regarde depuis le 4e siècle, il y a des documents qui parlent de Kombi de Saleh. Kombi Saleh. Kombi de Saleh, là, ça parle du royaume de Ghana. Royaume de Ghana qui avait vraiment un lien vraiment avec le monde arabe. C'est comme un lieu commercial. Là. Il y avait ces rencontres-là depuis cette époque-là. Et puis, quand on continue, on va aller trouver aussi Ville Oualata. Ville Oualata aujourd'hui qui se trouve aussi au Nigeria, en Mauritanie, qui était en quelque sorte, faisait partie de l'Empire de Ghana aussi. Cette ville-là faisait partie. Quand on parle d'Empire de Ghana, là, il y avait beaucoup d'empires là-dedans, même l'Empire Mossif en faisait partie en quelque sorte. Et il y avait aussi celui de Mali. Et puis, ces genres de... On voit quand même qu'il y a beaucoup de bouts qui se joignent là-dedans. Donc, moi, ce qui m'intéresse, lorsqu'on regarde, on parle du 4e siècle. 4e siècle, ce n'est pas aujourd'hui, ça date de très, très longtemps, tout en essayant de nous faire comprendre qu'il y avait un lien entre Afrique subsaharienne et le monde arabe. C'est-à-dire, il y avait ce processus d'arabisation qui était là aussi, en quelque sorte, puisque qui dit commerce, on dit apprentissage massif aussi, et de la langue aussi, en quelque sorte. On quitte là, on se retrouve vers 12e siècle, tout les cercles Djenné, histoire de Djenné, on voit cela et puis on constate une sorte d'importation massive des livres de logique venant du monde arabo-islamique. Encore là, j'insiste sur ce monde-là, des livres massifs là, ce sont des livres arabophones qui n'étaient pas, les auteurs n'étaient pas forcément arabes, mais ils étaient arabophones, puisque c'est toute un empire-là. Je continue là. On se retrouve au XIIIe siècle avec question de pèlerinage de Mansa Moussa, qu'on a entendu parler peut-être, dont on a entendu parler. On voit quand même que lors de son pèlerinage, à son retour à son royaume du Mali, là, au Empire du Mali, on voit quand même à son retour, il est revenu avec beaucoup de savants arabophones. Ça, c'est au XIIIe siècle, là. 13e, 12e, 13e siècle, à son retour, il est revenu avec ces savants-là. Pourquoi faire avec? C'est tout simplement pour enseigner, pour éduquer, il y a tous ces questionnements. Donc, l'arabisation date de très, très longtemps. Donc, on le voit ici. Donc, c'est pourquoi ces Mansa Moussa-là, on les voit même dans les sources arabes. Dans les sources arabes, quand je parle de ça, je veux dire, quand on regarde un grand historien comme Al-Omari, là, quand on regarde, c'est un grand historien spécialisé des Memlouks. Quand on parle des Memlouks, là, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui n'étaient pas arabes, mais qui se considéraient dans l'arabophonie ou qui se considéraient dans l'empire islamique, si je me permets de dire cela. Ces gars-là cet auteur était spécialiste de ces gens-là. Donc, il évoque Mansa Moussa dans son ouvrage. D'ailleurs, dans le livre « Le commencement et la fin », qu'on appelle en arabe « livre de commencement et la fin », « Bidaya wa Nihaya », ce livre-là aussi évoque même Mansa Moussa d'Ibn Kathir. Ibn Kathir aussi, c'est un grand savant de la religion musulmane, mais il était historien aussi. On voit quand même qu'il évoque ces Mansa Moussa-là et tout ce qu'il a fait lors de son voyage et à son retour, les savants qu'il a pu vraiment amener, si on peut se permettre de dire, le contractuel pour venir enseigner dans son empire-là, tout ce qu'il a pu faire est mentionné dans l'ouvrage d'Ibn Kathir aussi. Okay. On continue en ce sens-là, on va voir Tombouctou aussi. Tombouctou qui se trouve au XVIe siècle, au XIVe siècle, on est toujours là.
toujours, on est au XIVe siècle, là. Tombouctou et ses civilisations, Tombouctou qui représentait comme capitale d'empire Mali, qui était capitale arabophone, puisque, disons-le, les savants qui étaient là-bas, les grands savants qui étaient là, étaient des savants arabophones. Et c'est Tombouctou qui est comme la fierté même de l'Afrique aujourd'hui, de l'Afrique francophone aujourd'hui. Afrique francophone qui a du mal aussi à reconnaître même cette histoire-là. Au 15e, on se retrouve en face d'importations massives des livres de l'astronomie aussi. Par exemple, on a introduction de Tajouri. C'est un document de l'astronomie, c'est-à-dire la science. La science se faisait à l'époque même dans ces empires-là en arabe. C'est ce côté-là, j'aimerais bien quand même qu'on se focalise. Pourquoi arabe? Pourquoi l'arabophonie en Afrique de l'Ouest? C'est pourquoi j'évoque tout cela, pour dire qu'il y a une longue histoire là-dedans. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Là. On arrive au 16e siècle. Là. 16e siècle, c'est comme un changement. Là. On voit une figure emblématique qui ressort, qui se spécialise dans l'histoire même d'Afrique, qui est ce qu'on appelle histoire des Fetash, ou Tarek Fetash, El Fetash. Tarek El Fetash, là, c'est Histoire du Soudan. C'est dans cet ouvrage-là qu'on trouve l'histoire d'Afrique noire réellement. Même ceux qui sont venus après, vous verrez, le livre a été vraiment publié pour la première fois vers 1913 ou 1900 et quelques à Paris, puisque on n'est pas sans savoir qu'il y a toute une histoire des manuscrits qui étaient en Afrique, histoire africaine, qui étaient vraiment déplacés lors de la colonisation pour préparer les terrains pour l'élite alternative, si je me permets de le dire ainsi. Donc l'arabe en Afrique n'est pas quelque chose de nouveau. On se retrouve au XVIIe siècle. Il y a un autre historien qui ressort aussi, qui a son histoire d'Afrique qu'on appelle Tarek al-Soudan. Là encore, on se retrouve en phase d'importation massive des livres de logique, c'est-à-dire la logique, la philosophie, tout ce qui est là-dedans. À l'époque-là, les savants l'ont amené beaucoup encore, ils ont importé beaucoup. On parle même de cet ouvrage-là qui est Rajaz Manzouma al-Mighaili. Ça, là, c'est comme référence dans ça. Et il essayait quand même de rendre tout intelligible dans son livre. Donc, on a enseigné aux élèves, mais en arabe. C'est ça, ces points-là, on va le garder comme il faut. On enseignait aux élèves ou aux apprenants, aux disciples, la science, mais à travers la langue arabe. On est au XVIIe siècle. On continue jusqu'au XVIIIe siècle. C'est à partir de ce moment-là maintenant qu'on a eu notre contact, le contact avec le monde occidental. Le monde occidental, lorsqu'il est arrivé, s'est arrangé pour vraiment toutes ces ressources qui étaient là. On ne va plus les voir. On va devenir comme maintenant Afrique sans histoire. Donc, il n'y a plus d'histoire comme on a tendance à entendre. Sinon, quand on retourne dans l'ouvrage de Histoire du Soudan, de El-Fattash pour Mahmoud Kati, là, on constate tout de suite qu'il y a une description de l'Afrique, quand je dis Afrique, Afrique noire ou Afrique occidentale, voire même Afrique subsaharienne, il y a une description vraiment très pertinente là-dedans. Donc, lorsqu'on voit tout ça, on peut comprendre ce qui va suivre maintenant dans les documents de l'histoire de l'arabité en Afrique maintenant. Donc, je retourne à ma présentation ici. Voyez. Donc là, ici, il y a Pérez qui parle de cette histoire-là. Il parle que l'arabe a précédé les autres langues importées en Afrique subsaharienne. Donc, si on peut, là, en voyant cela, moi, je le considère comme une sorte de langage collectif. Un langage collectif qui fait quoi? Si on n'a pas eu une occasion de suivre la ligne du temps que je viens de présenter, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On ne comprend pas. Comment l'arabe a précédé? Comment ça se fait?
Donc, alors que c'est une réalité. Sayouba, désolée. Est-ce que vous pouvez remettre votre partage d'écran pour qu'on voit votre présentation? Et puis, rouvrir votre micro par inadvertance, je l'ai fermé. Je suis vraiment désolée. On n'entend pas. Oui, c'est correct? OK. Donc, je reviens là. Donc, ce que je disais tantôt, des fois, quand on ne suit pas cette ligne du temps-là, la ligne que je viens de présenter, ce type de citation, ça peut être vraiment trop osé pour nous. On se dit, comme il dit, écoutez, l'arabe a précédé les autres langues importées en Afrique subsaharienne. Ça, c'est les propos de Pérez, c'est un grand écrivain. Pérez 2005. Et puis, il dit les liens de l'Afrique à la langue arabe est celui de la religion à l'islam. C'est-à-dire, la langue arabe en Afrique, ce n'est pas une langue nouvelle. C'est ça même, c'est la langue qui a précédé toutes les autres langues en Afrique. Donc, quand il dit les liens, c'est comme la religion à l'islam, c'est celui même de la région à l'islam. Là, on constate un propos, puisque très souvent, la langue arabe est comme une langue qui s'active en binomie. En binomie, c'est-à-dire, très souvent, qui parle l'arabe parle de la religion. Qui parle de la religion, je parle de la religion islamique, qui parle de la religion islamique ou musulmane parle de l'arabe. C'est comme, il y a une sorte de dichotomie là qui ne se nomme pas, qui a besoin vraiment de beaucoup de réflexion pour les dissocier à un moment donné. Donc l'arabe a un lien à l'identité africaine, aux enjeux régionaux et mondiaux. C'est Pérez 2005 qui mentionne cela. Oui. Encore là, j'insiste sur ces mots-là, puisque si notre ligne de temps, il faut qu'on le garde, voir que l'histoire même commence depuis le 4e siècle, avant tout, là, avant l'histoire effacée ou, si je me permets de le dire, déportée. Là. Okay. En continuant en ce sens-là, on se retrouve là, un grand écrivain, une figure qui est Kizerbo. Kizerbo, en histoire générale d'Afrique noire, tout le monde, même tous les francophones, prennent Kizerbo comme une personne, un auteur de référence sur l'Afrique. Alors qu'en réalité, Kizerbo n'a fait rien d'autre que ce sont des versions arabes traduites à Paris. C'est ça qu'il a associé seulement, il l'a amené en Afrique. Et puis, tous les Africains parlent de lui comme un grand savant. Oui, effectivement, c'est un grand savant puisqu'il a osé à un moment où tout le monde ne faisait pas. Donc, Kizerbo, lui-même, dans son ouvrage Histoire générale, n'hésite pas à évoquer cela, à évoquer hier arabe d'Afrique, si je me permets de le dire ainsi, en disant que oui, hier, Afrique était arabophone. Afrique, avant que l'Afrique francophone soit francophone, était arabophone. Donc, Kizerbo dit cela, et puis peut-être dans cette citation un peu ambiguë, mais dans son livre, on peut le voir, il dit, il évoque jusqu'à quel point il est intéressant de noter que c'est noté les chroniques en arabe, en Afrique, qu'en Afrique, les chroniques étaient notées en arabe. Il mentionne cela, et puis jusqu'au moment où il parle de Gonja de Ghana, là, c'est Gonja. Lorsqu'on évoque Gonja, c'est un mot simplement arabe, c'est Ronia. Ronia, là, c'est comme chanson arabe. Donc, ces livres-là, c'est ces livres aussi qui gardent aujourd'hui, qui est devenu comme gardien de la civilisation d'Empire de Ghana, c'est Chronique de Gonja. Kizerbo évoque cela, puis il essaie de me dire, ces livres-là, sa version première a été écrite en arabe, avant les traductions que nous avons aujourd'hui.
les récentes recherches des savants tels qu'Ivor Wilkes ont révélé des centaines d'exemples de manuscrits arabes aussi. Donc, c'est-à-dire, l'Afrique était pleine de cela. C'est tout simplement, c'est ce point-là que j'aimerais bien vraiment souligner avant d'arriver. Pourquoi certains Africains sont accrochés toujours à l'arabe? Ils ne se voient pas étrangers dans l'arabité. Ils se trouvent, ils disent, oui, ça fait partie de nous aussi. OK. Okay. Donc, les sources, quant aux sources arabophones là, puisque là maintenant je parlais de sources, vraiment de nos sources occidentales, quand on regarde dans les sources arabophones, et ils parlent de que l'arabe pour eux, dans l'histoire moderne, on peut à partir du 8e et 9e siècle pour parler de l'arabité en Afrique. Les sources modernes arabophones disent, voilà, donc ça... C'est à partir du 8e siècle pour eux que l'arabe a pris sa place réellement comme langue. Pourquoi il parle de ça? Il voulait évoquer la question des ouvrages qui ont été écrits en arabe et qui ont été reconnus, qui ont été publiés. C'est de ça qu'il voulait parler. Okay. Là, la question, on se questionne jusqu'à quel point c'est correct, jusqu'à quel point cela peut être intelligible, parce qu'il y a une question de l'intelligibilité aussi là-dedans. On se dit, mais comment ça se fait? Oui, puisque anciennement, nous avons des figures noires aussi dans la civilisation arabe qui sont comme, quiconque parle de l'islam aujourd'hui, on va voir Bilal. Bilal qui incarne la figure des servitudes d'esclaves, qui a consacré toute sa vie pour l'islam. Mais ce Bilal-là, toutes les versions sont concordantes là-dessus, qu'il était noir. Certes, il vient de l'Éthiopie, mais l'Éthiopie aussi fait partie de l'Afrique subsaharienne là. Avec cette vision, on peut vraiment aller dans cette interprétation qui est écrite ici. Kizerbo, lui, il évoque cela, toute l'Afrique islamique, l'Afrique du Nord, les Sahara, et puis il continue de la zone soudanaise du Sénégal à la mer Rouge et les villes côtières de la côte orientale jusqu'au détroit, ainsi de suite, avaient utilisé l'écriture arabe. Ça, c'est Kizerbo. Là, j'ai été un peu sorti pour aller voir, pour vous parler des auteurs arabophones. Mais là encore, Kizerbo ne fait que confirmer cela. Pourquoi j'insiste sur Kizerbo? Puisque Kizerbo est une figure emblématique dans l'histoire d'Afrique. Lui, il reconnaît que oui, partout en Afrique, il y avait l'écriture arabe qui était utilisée. D'ailleurs, moi personnellement, je vais le dire, quand on était jeunes là, nos parents utilisaient même l'écriture arabe pour écrire nos langues. Nous, on a vu ça. Et ils étaient nouvellement sortis et ils ont vécu la période coloniale. Mais eux aussi, ils nous relataient aussi, même leurs parents aussi écrivaient avec même lettres là. S'ils voulaient écrire, ils voulaient coder quelque chose. Généralement, les lettrés, on va le dire comme ça, les lettrés, les intellectuels de l'époque devraient écrire avec cet alphabet pour se faire comprendre. On parle d'Afrique toujours. C'est pourquoi le professeur Xavier Lufin, lui, il s'arrête un petit peu et puis il questionne ça. Pour lui, il se dit, mais la présence de l'islam en Afrique remonte à la naissance de cette religion. Donc, ça, c'est question historique pour voir jusqu'à quel moment, qui dit naissance de cette religion, dit aussi en quelque sorte l'avènement de l'arabe aussi, la valorisation de l'arabe, puisque l'arabe a été valorisé réellement, mondialement, à travers aussi en quelque sorte cette religion, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont la religion musulmane, comme qui font partie des musulmans, mais qui apprennent l'arabe, mais pour eux, ils apprennent cette langue-là pour l'islam. Il y a ça. Et d'ailleurs, peut-être c'est ce côté-là aussi qui domine lorsque tous les arabophones, ou quasiment tous ceux qui sont arabophones en Afrique de l'Ouest, se retrouvent étiquetés de l'islam ou de
des théologiens. Donc, le fin dit que dès le début, il y avait cette présence, les Africains étaient présents là-dedans. Okay. Donc, il y a beaucoup de citations là-dessus. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, tout cela. Donc, voilà, nous voilà maintenant. C'est comme on était en train de faire un voyagement du 4e siècle au 18e siècle. Là, maintenant, on se retrouve maintenant à l'étape de ce qu'on a, j'appelais tantôt là, d'élite alternative. Les sources issues des écoles de l'élite alternative estiment que la langue arabe, y compris sa civilisation, a eu son chemin vers l'Afrique subsaharienne au XIe siècle. Cette élite-là, vraiment, ils les prennent vite fait. Écoutez, c'est à partir du XIe siècle. On reconnaît, c'est une langue qui a précédé les autres langues, mais c'est une langue qui a eu sa place, qui est arrivée en Afrique à partir du XIe siècle, pas d'autres. Oui. On peut voir en ce sens-là un document que ce monsieur-là a écrit, un monsieur qui s'appelle Adam Bamba, qui est professeur à l'université en Malaisie. Lui, il a écrit un beau document là-dessus, mais le document est en arabe aussi, on peut le comprendre. C'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est correct? Je peux continuer? OK. OK. Puisque tu poses la question, Seouba, puisque j'anime, oui, c'est super intéressant. Je pense que tu as beaucoup parlé de l'histoire, puis on veut t'écouter aussi sur les écoles actuellement. Là. OK, ça marche, c'est bon. OK, là, la question va se poser d'une autre façon. On va voir les pères même fondateurs, les pères du panafricanisme africain, lorsqu'on fait le combat, les luttes de décolonisation se faisaient, peut-être si vous êtes familier avec ces personnages-là qui s'appelaient Bliden. Bliden, il est décédé en 1912. Et il faisait partie des catégories d'intellectuels africains qui luttaient pour que l'arabe devienne la langue officielle de l'Afrique décolonisée. Oui, c'est pour eux, non, avec toute l'histoire que nous avons avec cette arabité-là, écoutez, non, nous là, si on a à choisir une langue aujourd'hui pour que ça soit langue officielle de l'Afrique décolonisée, ça devrait être l'arabe. C'était leur vision des choses. Donc, l'histoire, on a beaucoup à dire sur l'histoire et puis surtout cela. Tantôt, je vous parlais de cet ouvrage-là. Peut-être vous pouvez le voir. Cet ouvrage, c'est l'ouvrage qui décrit tout là. OK, bien. C'est cet ouvrage qui décrit tout. L'ouvrage de Mahmoud Kati, là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà. Je parlais de cet ouvrage tantôt, là. Je vous disais, c'est là où se trouve vraiment véritable histoire d'Afrique, dans sa version arabe. Mais c'était traduit, c'est traduction française. Mais ça, c'était écrit par les Africains au XVIe siècle. Si je parle de Mahmoud Kati, ça c'est au XVIe siècle, ça c'est en Afrique. Il l'a écrit, mais c'était en arabe. Il a écrit Les militaires. C'est intitulé Chronique des chercheurs sur l'Afrique, sur le Soudan. Quand elle s'est écrit, c'était, les années sont là, et puis voilà. Donc, 1913, je le disais. Donc, tout cela pour dire qu'il y a des écoles arabophones en Afrique. Je reviens à ça pour vraiment, je vais aller maintenant à l'essentiel de notre présentation. Il y a des écoles arabophones en Afrique, mais ces écoles-là sont dirigées comment, sont administrées comment? Ces écoles-là restent toujours comme des écoles, ce sont des écoles privées, il faut se le dire, puisqu'à partir des moments de décolonisation, ce n'est plus la langue des savoirs. Ces écoles-là ont continué leur chemin. Au début, c'était des écoles qu'on appelle des écoles coraniques.
Quand on dit école coranique, ça vient du mot Coran. Coran, c'est-à-dire il y a l'enseignement du Coran qui était là. On enseignait aux jeunes gens dans les quartiers. C'est comme une sorte d'éducation massive de la population. On enseignait cela. Ensuite, ces personnes-là vont se rendre à l'étape d'apprentissage des livres aussi, qu'on appelle les livres de fiqh là maintenant. Mais c'est sous l'autorité des cheikhs ou des imams ou de ce que notre collègue Binaté appelle Karamroche. Donc, on va se trouver à cette étape-là. Et chaque pays a sa façon d'appeler ces personnes-là. Comme en Côte d'Ivoire, côté Djoula, on va parler de Karamroche ou d'Ougmakalan. Mais quand on arrive vers Burkina, ce sont les deux cas que je vais utiliser pour illustrer la situation. Au Burkina, on prend une langue qui est quand même représentative, qui est comme Moré. Les gens vont parler que Moré. Moré là, c'est-à-dire c'est le Karamroche. Donc, toute personne qui enseigne, ils vont l'appeler Moré. Et ensuite, ça va devenir le nom de tout un autre individu là. OK? Donc, je vais... OK. C'est pourquoi, lorsqu'on a voulu vraiment même changer cette langue-là, les historiens sont quasiment unanimes là-dessus en disant que non, lorsqu'on a voulu éduquer le peuple de l'Afrique subsaharienne, surtout Afrique francophone, il y avait le ministère de la guerre avait son rôle à jouer. Au lieu que ce soit ministère de l'éducation, on avait ministère de guerre qui s'en occupait. C'est une façon, ça veut dire beaucoup de choses là quand on regarde ça, rôle du ministère de guerre pour éduquer les Africains. Donc, on devrait vraiment, c'est comme si on était en contexte de guerre et c'était le cas aussi. Okay. Ces écoles-là, comme je viens de dire, ces écoles sont en général ou généralement des écoles privées. C'est-à-dire, si je dis privé, c'est-à-dire il s'agit des écoles fondées par les individus, puisque le gouvernement ne fondait pas ces écoles-là, même si ces dernières années, il y a une sorte de changement qui s'entame maintenant, mais à l'origine, ce sont des écoles privées. Si on entend école arabophone, c'est-à-dire c'est une école privée, surtout dans les cas de Côte d'Ivoire et de Burkina. La gestion aussi est privée, c'est-à-dire le fondateur ou qui est souvent aussi le directeur, il va s'arranger à se fixer sa façon, sa gestion, sa méthode de gestion qui émane de sa façon de faire à lui. Et qu'il n'est pas soumis souvent au ministère de l'Éducation. Et aussi qu'il y a une masse populaire qui fréquente aussi son école, puisqu'on n'est pas sans savoir, l'éducation dans ces pays africains n'est pas donnée à tout le monde. Donc, l'État n'arrive pas, c'est moins que 40%, si je veux dire trop, là, si je donne beaucoup. Donc, les 60%, si je me permets, la plupart de ces gens-là vont se ramasser dans des écoles, dans ces écoles privées, surtout dans ces écoles qui sont des fois aussi des écoles religieuses, là, à l'origine. Bon, donc, ceci dit que ces gestionnaires sont des travailleurs autonomes, hors contrôle officiel. Marge officielle de la société aussi. Si je dis marge officielle de la société, c'est-à-dire officiellement, il y a les centres et il y a la marge. Donc, plupart du temps, les personnes qui fréquentent ces écoles-là, plupart du temps, sont des personnes qui vivent dans la marge. Si je dis la marge, ce sont des personnes qui ne font pas partie des cadres d'intellectuels officiels de ces pays-là. Quelle que soit leur éducation, elles seront considérées comme des personnes qui n'ont pas eu l'éducation, pour ne pas dire analphabètes. Okay. Donc, maintenant, on se questionne, qu'est-ce qu'on enseigne à ces écoles-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ces écoles-là? Quels sont les enseignements de ces écoles-là? Très souvent, si je dis très souvent, vraiment, c'est comme l'ordre d'évidence, mais pas aussi évident que ça. Très souvent, il y a les matières religieuses qu'on appelle al-fiqh, exégète, ce qu'on appelle tafsir,
principes, les hadiths aussi, ils enseignent ça très souvent. Après, ils vont enseigner aussi la logique, qui est la logique à travers Tawhid. Tawhid, là, c'est-à-dire unicité de Dieu, ce genre de formations-là. Très souvent, il y a ça là-dedans. Mais ce qui n'est pas clair pour les gens des fois, au-delà de cela, de cet exercice d'enseigner hadith, d'enseigner, il y a un autre exercice qui se fait là-bas. L'exercice, c'est quoi? Si c'est à faire parcuriser le Coran, ils essayent de donner à ces enfants-là une mémoire très forte, mémoire qui se rappelle, qui peut se rappeler des 6000 et quelques versets là en même temps. Donc, il y a ce travail-là aussi qui se fait en quelque sorte. Aussi, quand ils enseignent hadith là aussi, et ce qu'ils appellent mustalah al-hadith, on va voir que non, au-delà de ça, ils sont en train d'enseigner à ces jeunes-là ce qu'on appelle critères de l'individu, critères d'acceptabilité de l'individu. Pourquoi je dis cela? Puisque lorsqu'ils enseignent hadith, ils vont s'arranger pour enseigner une notion qui s'appelle mustalah al-hadith. Mustalah al-hadith pour eux, c'est comme des concepts de hadith, les concepts établis pour science des hadiths. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui peut nous dire que tel a dit comme ça qu'on accepte. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Donc, les gens qui peuvent dire des propos qu'on accepte aussi, il y avait des critères pour ces personnes-là. Ils enseignent aux enfants aussi ces critères-là. C'est-à-dire la société réelle. Dans la société, ce n'est pas tout le monde qui peut être témoin. Il y en a qui peuvent te donner des nouvelles, tu vas dire, il y a quelque chose, ce n'est pas aussi correct que ça. Il y en a d'autres qui te parlent de quelque chose, tu es tout de suite sûr. Mais il y avait des critères qui s'établissaient. C'est pourquoi, moi, je vais vous présenter ici quelques exemples comme des bulletins, des matières qui s'enseignent dans ces écoles-là. OK. Donc, ici, je vais... OK, demander, réactiver. Je veux quitter plein écran. Je vais quitter un peu. OK, c'est où là? OK, plein écran, optimiser. Est-ce qu'on peut quitter mode plein écran? Oui, merci. OK. Donc là, je vais vous présenter ça. J'ai quelques programmes ici. OK. On est ici. Voilà. Si ça prend du temps, je vais les appeler, mais oui. Par exemple, ça c'est comme un simple exemple là. Cet exemple peut... Est-ce que vous suivez toujours mon écran? Est-ce que c'est partagé? Non, il faut recommencer le partage après que je... OK. Il faut recommencer. OK, voilà. Nous sommes là. Est-ce que c'est correct? OK. On regarde, ça c'est l'exemple d'une école traditionnelle qui enseigne l'arabe, école arabophone de Burkina par exemple. Voilà ce qu'on enseigne ici. Vous voyez, le mot est écrit ici. On parle, il y a une matière qui s'appelle mémorisation. C'est-à-dire là, l'enfant doit apprendre comment mémoriser des propos. Après une semaine, on te demande, tu dois répéter ça. C'est comme un système de boîte noire en éducation. Là. Écoutez, l'enfant doit apprendre à faire ça. Et ici, on parle des hadiths. Ici, on t'apprend comment interpréter. C'est comme science de la parole. On t'apprend à interpréter, mais pas interpréter n'importe quoi, mais c'est interpréter les Saint-Coran. Ça, c'est comme une matière. Les enfants vont apprendre ça. Ici, ils vont leur enseigner la jurisprudence islamique, comment les juristes musulmans procédaient. Ça, c'est un enseignement. Il faut que l'élève soit capable de comprendre cela. Quand est-ce, par exemple,
à quelle est l'heure de la prière, par exemple? C'est à quel moment de la journée? Je vous ai parlé de l'astronomie et ce genre de trucs-là. C'est comme il y a ces gens, parce que l'élève doit être capable à un moment donné de savoir si le soleil est comme ça, c'est-à-dire on est vers midi. Si le soleil incline comme ça, on est vers 13 heures. Ça, la montre n'est pas donnée à tout le monde à l'époque. Il y a cette vision-là dedans. Ici, il y a sciences qui ont lien aussi au Coran qui est là aussi. Il y a tout cela. Et puis, il y a principe de la jurisprudence aussi islamique. Tout ça. Cette école-là enseigne les matières aussi linguistiques ou ce qu'on appelle, ici on va parler du français. Ici, quand on parle de l'ougawiyat, langue là, c'est-à-dire tout ce qui concerne la langue arabe. C'est comme la lecture. L'élève doit être capable de lire. Théorie de réception, être capable de lire quelque chose et de comprendre, c'est-à-dire la littératie. Aussi, il y a littérature et analyse des textes qui sont là. Ici, il y a science des maîtres qui est là. Science des maîtres, ce qu'on appelle à l'aroud. Être capable d'amener des propos, c'est comme la poésie, comment lire les poésies. L'élève doit être capable de faire ça. La rhétorique, ainsi de suite, grammaire et morphologie. Ça, ils enseignent ça, mais tout ça en arabe. Encore une fois, il faut qu'on insiste là-dessus. Tout se passe en arabe comme ça dans ces écoles-là, dans ces écoles privées qui n'ont pas accès à la dimension officielle. Maintenant, parmi ces écoles-là qui sont un peu modernes, on voit quand même qu'il y a enseignement des matières scientifiques. Mais matière scientifique en arabe, comme ici ils ont écrit al-ilmiya wal-ijtimaiya, scientifique et social, ils enseignent. Mais comment ça se passe? C'est comme ici l'histoire et la biologie, biographie du prophète. Civilisation islamique, pour eux, ça c'est la sociologie, puisque la réalité de ces sociétés-là est qu'on a plus 50 au Burkina Faso comme musulmans. C'est le cas aussi quasiment en Côte d'Ivoire. Donc, et pour eux, enseigner cette civilisation à ces jeunes, ils vont savoir comment se comporter avec les voisins, avec tout le monde, avec les autres musulmans. Le professeur Antonio, c'est là, et lui, il est bien pour nous dire ça en sociologie. Donc, aussi, langue étrangère. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce pays-là, dans ces écoles-là, lorsqu'ils enseignent le français et l'anglais, le français qui est langue officielle, ils n'appellent pas langue officielle, on l'appelle langue étrangère. Alors que le pays entier, le pays a le français comme langue officielle. Et ces instances de la langue officielle ne les reconnaissent pas comme intellectuels, mais eux aussi, dans leurs écoles aussi, ont cette vision de traiter la langue officielle du pays de langue étrangère. Donc, c'est comme on accorde aux élèves peut-être, écoutez, 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine pour apprendre le français, vite fait. Mais c'est vite fait, il n'y a pas une obligation là-dessus, ainsi de suite. Ça, c'est le cas, par exemple, dans une école de Burkina Faso. Si on regarde dans les autres écoles aussi, dans les autres écoles de la sous-région, je parle des écoles arabophones. Excuse-moi, Sayouba, est-ce que je peux t'interrompre 5 secondes? Oui. Juste pour attirer ton attention sur le fait qu'il est presque 1h40. Okay. Et ce serait bien d'essayer de s'acheminer vers la conclusion pour qu'on puisse poser quelques questions quand même. OK, ça marche. C'est bon, merci. Donc voilà, ça vraiment ça donne, c'est comme le portrait de l'enseignement arabophone ici. J'ai été voir aussi des programmes, des écoles aussi qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Ça se ressemble en ce sens-là. Des écoles modernes aujourd'hui enseignent la biologie, physique, chimie, et ainsi de suite, tout ce que nous savons des univers sociaux même, mais ça se fait en arabe. C'est pourquoi j'ai préféré, dès le début, d'appeler ces écoles-là, de les qualifier d'écoles arabophones, sans trop dire comme école religieuse, puisque eux-mêmes, ça devient trop de leur dire maintenant école religieuse. Ces élèves-là, lorsqu'ils finissent la formation en Afrique, je parle des arabophones, n'ont pas d'autre issue qu'aller dans des universités du monde arabe. Vous voyez comment la socialisation s'est faite. Ils vont aller dans les universités du monde arabe. Il y en a qui vont aller étudier dans beaucoup de domaines. Ici, par exemple, il y a l'exemple de Al-Azhar qui est là. Il y a beaucoup qui vont aller étudier là-bas. Généralement,
ils sont dans la formation religieuse, mais il y en a qui font d'autres formations quand même. Il y en a qui vont aller à l'université de Médina aussi, qui vont aller étudier là-bas. Il y en a d'autres qui vont à l'université King Saoud à Riyad. Il y en a qui vont à l'université Zeytoun. Tous ceux-là vont aller se former, mais ils ne sont pas tous dans la religiosité. C'est pourquoi ça serait intéressant, par exemple, si nous prenons ici, ça c'est l'université King Saoud, vous pouvez aller voir toutes les spécialités qui se trouvent là-dedans. Vous allez voir, il y a, vous voyez, ils vont vous parler de, je suis où là? C'est l'université King Saoud, par exemple. Si on est intéressé, on peut aller voir quelles sont les facultés qui sont là-dedans. Les facultés, les élèves vont aller étudier dans plusieurs facultés. Comme on voit ici au collège, il y a ingénierie, il y a sciences, il y a agriculture, sciences de l'agriculture, et puis il y a business administration, il y a tout cela. Ce sont des universités. Ces élèves-là vont aller étudier là. Mais lorsqu'elles reviennent au pays, c'est l'ancienne image qui est là toujours. L'ancienne image, comme quoi ce sont des religieux. Donc, ces personnes-là se sentent obligées encore de retourner dans des mosquées à nouveau. Donc, la gestion de ces écoles-là, si je me permets de le dire une autre fois, c'est comme une gestion privée qui est laissée au privé à jamais. Puisque même après la formation dans des universités aussi reconnues au monde, après avoir retourné en Afrique, il y a la première image qui reste toujours, selon laquelle ils sont toujours ils suivent la formation religieuse. Voilà, nous sommes là. Dans ça, on est... Est-ce que ma présentation, la page, vous voyez toujours... non? Non? Est-ce que mon écran est partagé? Oui, mais on voit le bulletin de notes. On voit le bulletin de notes. Ah, non, OK. Non, ça ne devrait pas être ça. Donc, ça devrait, non, ça ne devrait pas être bulletin de notes. Qu'est-ce qu'il y a? OK, je repartage à nouveau. Ça, il faut juste changer de diapositive. Oui, c'est ça. Est-ce que maintenant c'est... Non. C'est bon? OK. Nous voilà là. Donc, en conclusion, c'est pour dire, histoire de l'arabité dans cette région-là, vraiment, c'est une histoire qui date de très, très longtemps. Et peut-être si un travail se faisait pour que la marge s'intègre au centre aussi, ça allait faciliter beaucoup de choses. La sécurisation et la socialisation aussi passeraient forcément par le fait que les deux cultures, puisque dans ces pays-là, très souvent, on se ramasse avec beaucoup de cultures en même temps dans la formation officielle qui est les Français, formation privée qui n'est pas toujours l'arabe, mais l'arabe domine souvent, puisque c'est comme des pôles comme ça, formation arabophone, formation officielle. Peut-être si on essayait quand même de trouver une solution, d'une sorte de se connaître encore mieux, peut-être ça allait faciliter une sorte aussi de développement de ces continents-là, puisqu'il y a beaucoup de compétences de part et d'autre qui pouvaient se compléter. Et cela va passer peut-être forcément aussi par l'intégration professionnelle de ces jeunes-là. Parlant de l'intégration professionnelle, la semaine passée, je suivais qu'au Burkina, il y avait l'ambassadeur de la France qui était en rencontre avec ces arabophones-là, puisque c'est devenu une réalité qu'on ne peut plus nier là. Lors de la réunion, ça se parlait de l'homologation des diplômes arabes et amélioration de la qualité de l'enseignement de français dans les écoles franco-arabes. Donc, ça devient comme sujet de négociation réellement. Donc, cela étant dit, moi, je vais m'arrêter là. C'est comme quelques mots seulement. On ne peut pas tout dire, mais j'ai essayé d'aller chercher les mots-clés de tout pour qu'on puisse échanger là-dessus. Je vous remercie. Et voilà. Merci, Sayouba. C'était très intéressant. Peut-être qu'on peut mettre fin au partage d'écran pour pouvoir mieux te voir et entendre tes explications. Avant d'ouvrir le débat à tout le monde, j'aimerais faire quelques remarques, enfin une question ou deux, et je suggérais de ne pas répondre tout de suite à mes questions, prendre 2-3 questions de façon à ne pas
centrer le débat sur juste l'intérêt d'une seule personne. Donc, première chose, je dirais, le bulletin de notes que tu as montré est extrêmement intéressant, mais moi, j'avais quelques questions que ça soulève. La première, c'est quel est le temps qui est accordé aux diverses matières? Parce qu'on voit dans ce bulletin que les disciplines religieuses occupent la moitié du bulletin. Est-ce qu'elles occupent aussi la moitié du temps? Ça, c'est une question que je poserai. La deuxième question, c'est quelle est la proportion d'élèves qui vont dans ce type d'école par opposition aux écoles publiques? Et la troisième question, qui est un peu plus délicate et plus compliquée, plus analytique, c'est, il me semble, d'après les sujets qui sont abordés dans ce bulletin, que l'orientation est peut-être, je ne le sais pas, peut-être assez influencée par les courants très traditionnels et par les courants de l'islam politique, qui mettent beaucoup d'insistance sur certaines de ces choses. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais en fait, ces trois questions se posent à moi et elles permettront éventuellement de déborder sur toute la question de est-ce que ce n'est pas une bonne chose que plutôt qu'il y ait des… En fait, est-ce que les Africains des deux pays sur lesquels tu as travaillé se reconnaîtraient plus dans une langue officielle arabe plutôt qu'une langue française ou anglaise? C'est une question à poser. Donc voilà, je voulais juste mettre ces questions sur la table, mais j'aimerais bien que d'autres personnes posent des questions. On prend 2 ou 3 questions de façon à ce que tu ne sois pas coincé dans un seul type de questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions? Je ne vois pas toutes les photos de tout le monde à la fois. Donc, attendez. Ah, là, je les vois maintenant. Donc, faites-moi signe en levant la main ou en levant la main électronique ou en levant la main physique. Oui, monsieur qui se connecte par le HP 450, votre nom n'apparaît pas, alors allez-y. Commencez par débloquer, activer votre micro, je veux dire. Voilà. Vous l'avez activé, alors allez-y. Je suis Démé Atimi de Burkina Faso. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Effectivement, l'enseignement arabophone au Burkina Faso est très développé. C'est un commentaire d'abord, parce que nous savons qu'au Burkina aujourd'hui, selon les données officielles du ministère de l'Éducation nationale, nous avons 2700 et quelques écoles franco-arabes. Ce sont les écoles qui ont été recensées. Et ces écoles représentent 53,7% de l'enseignement privé au Burkina, primaire privé. Et ça représente 15% de l'enseignement primaire public au Burkina Faso. Les élèves qui fréquentent ces écoles-là, le total est estimé à 10% du total des élèves qui fréquentent les primaires au Burkina. Vous avez vu, vous avez projeté à la fin de la communication, effectivement, l'atelier qui s'est déroulé à Bobo, du 29 au 30 sur l'homologation des diplômes. C'est une problématique à laquelle le ministère tente, en collaboration avec la Fédération des associations islamiques, pour trouver une solution. Nous avons beaucoup de diplômés qui viennent des pays arabes, avec des diplômes allant de la licence au doctorat, mais qui sont en marge de la société, peut-être compte tenu de la barrière linguistique. Vous avez certains qui ont une formation scientifique dans un pays arabe, mais il revient chez lui. Il est ingénieur dans tel ou tel domaine. Malheureusement, dans la pratique, il a des difficultés. Comme vous avez parlé des chiffres, c'est pour vous dire, au niveau du Burkina, nous avons effectivement ces données par rapport à ces écoles, mais pour organiser ces écoles, l'État s'est engagé depuis 2012 en essayant d'élaborer des manuels propres au Burkina Faso, en tenant compte des aspects sociaux, linguistiques et culturels du pays. C'est très intéressant ce que vous dites, monsieur. Essayez juste d'abréger un peu pour laisser la place à d'autres. Mais allez, continuez votre idée, ce qui est très intéressant, voilà, donc, en l'abrégeant.
c'est pour dire que c'est pour confirmer ce que le communicateur vient de présenter. C'est une réalité que nous vivons effectivement au Burkina Faso. Nous cherchons toujours des solutions pour faire face réellement à ce problème. C'est un commentaire. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Allez-y, ne soyez pas gênés. Vous pouvez poser une question à Sayouba Savadogo ou simplement faire un bref commentaire comme monsieur vient de le faire, qui était très intéressant, qui ajoute à la discussion. Donc, sentez-vous à l'aise. Ce n'est pas nécessairement une question. Ça peut être un bref commentaire en dedans de 2 ou 3 minutes. Allez-y. Sinon, peut-être que je vais demander, puisque je ne vois pas de main, je vais demander à Sayouba de commenter sur les 2 commentaires, là, le mien et celui du monsieur qui vient de parler, dont le nom n'est pas affiché. Vas-y, Sayouba. OK. Donc, là, vous avez évoqué question de place qu'occupe la religion ou les matières religieuses dans cette formation. Effectivement, c'est une très bonne question et pertinente, puisque dans ce système-là, l'objectif même initial, en éducation, on parle d'objectif. Objectif même de ces écoles-là, au début, il faut questionner cet objectif-là. On s'est dit d'abord, la science, pourquoi aller apprendre? Puisqu'il y a cette question qui se pose là. Pour la plupart des fondateurs de ces écoles-là, on apprend pour s'éloigner, s'évader de l'ignorance. Et le fait de s'évader de l'ignorance pour ces personnes-là est une façon d'adoration aussi. Et le fait de ne pas être ignorant, le fait d'être lettré est une façon d'adorer pour les fondateurs de la plupart de ces écoles-là. Cela étant dit, mais comment s'évader de l'ignorance réellement pour ces personnes-là? Pour elles, ça se fait en connaissant, en ayant quand même une instruction dans les domaines théologiques. Donc, c'est une pensée réelle qui se trouve dans les têtes. Donc, écoutez, on enseigne, mais quoi enseigner? On apprend, mais quoi apprendre? Il faut apprendre à connaître sa religion d'abord. Ça, c'est primordial. Ça, même, c'est l'objectif, même selon les fondateurs de ces écoles-là. Donc, c'est pourquoi, très souvent, on va voir, et c'est fondé à l'origine déjà, c'est pour enseigner la religiosité. La nécessité de la vie s'imposant, on est obligé d'ajouter d'autres matières. Donc, la plupart du temps, ces écoles-là se focalisent sur la question des religions. Mais de nos jours, ce n'est plus possible puisqu'il y a la réalité, il y a la mondialisation qui s'impose, qui nous rejoint partout où nous nous trouvons. Donc, voilà. Donc, ça occupe réellement les temps sur les bulletins, mais aussi, en réalité, ça occupe les terrains aussi. Vous avez parlé des courants. Oui. Non, ça va. Le courant qui domine cela, vous savez, on a toujours dit l'espace inoccupé sera occupé. Donc, puisque la plupart de ces écoles-là se trouvent dans la marge de la société, la plupart de ces écoles-là échappent au contrôle réel du ministère de l'Éducation, puisque le ministère de l'Éducation ne sait pas qu'est-ce qui s'enseigne là-bas. Et d'ailleurs, c'est là où des fois nous avons le goût aussi d'aller critiquer un peu nos gouvernants aussi en disant, mais écoutez, ce sont des citoyens. Écoutez, les citoyens, c'est qu'un citoyen apprend. Il faut savoir comment la socialisation des citoyens se passe. Si tu les laisses se socialiser autrement, un bon matin, tu vas te réveiller sur une situation que tu ne peux plus changer. Tu vas lutter, fatigué, et puis tu vas te dire, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et c'est les résultats de ce que tu as négligé auparavant. D'accord. Sayouba, comme le temps passe, j'aimerais que tu peut-être un petit commentaire sur le commentaire de monsieur dont le nom n'apparaît pas, mais qui est HP 450, qui a parlé brièvement. Monsieur Hatmi, vraiment, les chiffres qu'il donne, c'est une réalité, c'est les chiffres statistiques, puisque je pense, j'ai eu l'occasion de rencontrer le monsieur au Niger, lorsque j'étais à la conférence de Niger, je pense bien. Donc, lui, il est dans le domaine, au ministère de l'Éducation, je pense, au ministère, en tout cas, c'est son domaine, surtout le domaine touchant l'éducation arabe, là, dans le pays, au Burkina. Ça, c'est le cas du Burkina. C'est un monsieur qui travaille là-dessus. Donc, il nous a rassuré aussi dans notre vision aussi, en disant, on se disait peut-être les données
sont en changement continuel. Peut-être il y a eu des changements, mais voilà, donc ce qu'il dit, ça ne fait que réconforter notre position. Parfait. Merci. Il y a une question de M. Bourahima Diomande. Il y a aussi une question écrite dans le chat de Mme Rosine Dakwadio. Je lis la question parce qu'elle l'a écrite. Elle dit, j'aimerais savoir, est-ce que ces élèves des écoles arabes arrivent à intégrer les services avec leur diplôme arabe? Alors, ayant dit ça, je laisse la parole à M. Bourahima qui doit unmuter son micro. Et ensuite, il y a M. Pierre Terme qui a une question aussi. Alors, allez-y, M. Bourahima. Ok, merci. Bonsoir à tous. En fait, j'ai une question à deux volets. La première est de savoir quelles sont les particularités de ces écoles en matière d'administration de ces écoles, les particularités en matière d'administration de ces écoles avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation. Donc ça, c'est la première question, les particularités de ces écoles en matière de gestion avant la colonisation, pendant et après la colonisation. Et ensuite, la seconde question, en fait, je voudrais savoir, est-ce que le qualificatif privé que vous avez utilisé lors de votre exposé convient? Lorsqu'on parle de l'administration de ces écoles, est-ce que le qualificatif privé convient lorsqu'on parle de l'administration de ces écoles, surtout durant la période précoloniale? Si je prends l'exemple de la construction des mosquées durant la période précoloniale, où le lien entre public et privé était très mince. Pratiquement tout se confondait. Est-ce qu'on peut parler de gestion privée de ces écoles-là durant la période précoloniale? Merci. Alors, vas-y, Sayouba. Okay. Avant que tu parles, juste parce que comme il est 2 heures, il y a peut-être des gens qui avaient prévu de partir. Je veux juste annoncer la prochaine conférence, puis on continue à parler un peu. Donc, j'annonce à tout le monde que la prochaine conférence aura lieu le mercredi 20 avril à la même heure, donc 12h45 jusqu'à 2 heures. Elle sera donnée par M. Mohamed Sakho Gimbira et il va parler de la minorité chiite au Sénégal. Donc, comme vous le savez, les chiites à l'échelle mondiale forment à peu près 12% des musulmans. Ils sont minoritaires à peu près partout, sauf dans quelques pays. Ils sont majoritaires en Iran, ils sont majoritaires en Irak, Liban, légère majorité, mais dans la plupart des autres pays, ils sont minoritaires. Donc, il y aura cette conférence le 20 avril prochain. Alors voilà, alors maintenant, Sayouba, donc on va continuer peut-être une dizaine de minutes, si tu veux bien commenter, okay. Et ensuite prendre la question aussi, la question de l'intégration des services avec les diplômes, et ensuite, je vois la main de M. Pierre Terme, après que tu auras répondu, Sayouba. OK. Merci pour ces questions. Question des diplômes arabes comme outil d'intégration professionnelle, si je me permets de le dire comme ça, dans ces pays-là. En réalité, je peux dire non, même si des fois on fait semblant de dire que c'est oui. Je m'explique. La plupart de ces jeunes-là, lorsqu'ils finissent leur formation supérieure ou universitaire, au retour, il y a la première question qui est là, c'est comme les défis, les grands défis. Écoutez, la langue. Quand on dit la langue manque aux barrières linguistiques, c'est qu'on fait allusion comme si vraiment la langue, tout allait bien au niveau de la langue. Ton diplôme est reconnu. C'est comme si on te disait ça. Mais expérience faite, on se retrouve, non, ce n'est pas le cas. Puisqu'il y en a qui ont les diplômes, des fois qui s'expriment, mais après les diplômes acquis, les diplômes universitaires acquis au monde arabe, ils se retrouvent en Afrique ou même en Afrique, puisque de nos jours, il y a beaucoup des universités privées arabophones pour la petite histoire. Il y a beaucoup d'universités privées arabophones qui sont là. Ce sont des diplômes, on ne peut pas les prendre pour aller postuler pour un poste. Donc, c'est-à-dire, ce sont des diplômes, il faut les garder à la maison avec toi. Mais tu te dis, oui, je suis docteur, oui, mais docteur qui ne peut pas postuler pour une fonction officielle. On peut te désigner comme si un dirigeant peut te désigner comme conseiller religieux, tu te contentes avec ça, donc c'est une nomination, c'est pas comme, pas grâce au diplôme, il y a ce problème-là qui est là. Pourquoi j'ai dit ce problème? Vraiment, je vais le dire comme un problème, puisque j'ai écouté beaucoup d'arabophones qui m'en parlent aussi.
lorsqu'on veut postuler pour un poste, ils vont dire il faut avoir les diplômes arabes, mais aussi il faut avoir les diplômes professionnels du pays, c'est-à-dire les BPC ou les bacs. Puisque même si tu n'avais pas ce diplôme arabophone, si tu as BPC au bac, tu pouvais postuler déjà. Vous voyez? Donc là, c'est comme le diplôme arabe qui devient comme atout. D'ailleurs, c'est cela aussi qui crée beaucoup de frustrations au sein de ces communautés-là qui ne disent pas. Ce sont des frustrations sans nom à nos jours. Là. Les gens ne disent pas, ils ne parlent pas officiellement, mais ça murmure. D'ailleurs, peut-être ça contribue beaucoup aussi à la situation d'insécurité que les gens sont en train de vivre aussi. Puisque beaucoup de frustrés, c'est l'équivalence de beaucoup d'insécurité. Désolé de le dire comme ça, peut-être on pourrait l'expliquer encore mieux. OK. Donc, c'est-à-dire, à la réponse, difficilement ces diplômes-là ne sont... Je parle de Burkina et de la Côte d'Ivoire à nos jours. Il y en a qui ont eu l'occasion d'accéder, mais par d'autres, peut-être ils ont les bacs, peut-être ils ont d'autres diplômes du pays, mais pas parce qu'ils ont ces diplômes-là qu'ils sont engagés. Okay. Et ça, je m'arrête là-dessus. Maintenant, particularité administrative, avant, pendant et après. Il y a des particularités. Moi, je me dis comme ça. J'ai déjà évoqué la question du fait que ça soit privé déjà. Qui dit privé veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est lui-même qui est le boss de son entreprise. Chaque fondateur est boss de son école. Il n'y a pas comme une sorte, tous les écoles arabophones sont gérées de telle façon qui serait comme semi-public ou bien semi-privé. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire, je fonde mon école, je suis le boss, tu fondes ton école, tu es le boss, l'autre fonde son école, il fait à sa façon. Des fois même, c'est comme les nominations au poste de directeur, c'est au goût des directeurs ou des fondateurs. Il n'est pas là, c'est son fils qui l'hérite. Ce n'est pas parce que tu as plus gros diplôme que tu viens, non. S'ils veulent, ils peuvent te mettre comme... Mais le jour où ils ne veulent pas, du jour au lendemain, on peut t'appeler. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus directeur. Je vais... Pendant la colonisation, c'était difficile, ça se gérait. Chacun de nous a entendu parler des épreuves que nos grands personnages ont vécues déjà. On entend parler de cela. La plupart du temps, ce sont des soufis qui étaient là, des cheikhs qui étaient là, Hamahullah, on a entendu parler de ces cheikhs de Nyorou, on a entendu ces épreuves. Puisque ces disciples, ils voulaient pour lui, ils doivent continuer à apprendre la science, mais quelle science? Point d'interrogation, c'est la science religieuse. On a constaté aussi, même quand on parle de nos Samori Touré, Samori là, dont tous les Africains sont fiers. Samori, c'est-à-dire Karamoro Touré. Mori en Djoula, c'est-à-dire Karamoro. Karamoro, ça veut dire celui-là qui connaît la religion, là. C'est Samori Touré. Donc, c'est lui encore qui a cette figure-là aussi. Quand on arrive au Burkina, on va dans une ville qu'on appelle Rahmatullah, c'est une ville sainte aussi, c'est son nom comme ça. Donc, les chiours qui étaient là-bas ont vécu. Quand on parle de Cheikh Ibrahim Bamba, Cheikh Bamba au Sénégal, ce sont des cheikhs, ce sont eux qui luttaient contre le colon. Donc, il y a une sorte de gestion qui s'est trouvée, mais à l'échelle individuelle. Après la colonisation, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est une question individuelle. Ce sont des individus qui gèrent ces écoles-là toujours. Donc, moi, je me dis quand même, la ligne est pareille, même si les époques sont différentes. Ça reste toujours en marge de la société. L'État ne veut pas s'inviter dans ça. C'est too big for him. Oui. Je me dis comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Donc, il y avait une dernière question qui n'a oui. pas... La dernière question, il questionnait, est-ce que dans ces écoles-là, si je comprends bien la question, est-ce qu'il convient de parler d'administration dans ces écoles-là? Ou bien, si je comprends bien la question, oui, parce que tout ce qui émane de la gestion, c'est une sorte d'administration. Tu administres. Il y a des cheikhs là qui vont te dire comment faire, comment te comporter. On t'administre même la question morale. Comment tu vas faire, comment tu vas vivre. Ces écoles-là, quels sont les programmes? Imagine le rôle de tout un ministère de l'Éducation. Un individu l'incarne en disant, écoutez, je vais socialiser ces jeunes gens de ces quartiers-là comme ça, ils vont apprendre le Coran de matin à midi. C'est comme les programmeurs, c'est comme des gens spécialisés en ça. Donc, ils sont éducateurs, mais en même temps aussi des administrateurs, mais aussi, ils sont des personnes, des concepteurs de programmes aussi. En même temps, c'est l'individu qui fait ça. Est-ce qu'avec background pour ça ou pas, mais background inné quand même, en eux. Ils sont en train de l'utiliser. Merci. Parfait. Merci. Alors, M. Pierre Terme va poser sa question. Je vous rappelle aussi que dans le chat,
vous allez voir le lien que Laurence Dutré a mis pour vous inscrire au bulletin d'information, la newsletter, au cas où vous souhaitez être informé. Je veux juste souligner que les questions soulevées ici sont très importantes. Je pense qu'elles sont au cœur des réflexions de la chaire et je crois qu'elles mériteraient qu'on les poursuive en élargissant la question de l'éducation pour voir un peu les transformations sociales beaucoup plus larges, les transformations des rapports de pouvoir, comment la religion entre en jeu dans ces rapports de pouvoir. C'est une piste très, très fertile de questionnement et de recherche. J'espère qu'on va pouvoir l'approfondir dans les mois qui viennent. Monsieur Terme. Merci pour cette présentation. Très rapidement, j'avais juste une remarque. C'est peut-être lié à la durée, aux contraintes du conférencier du jour, mais je n'avais pas pris la mesure ou compris l'importance de ces écoles arabes en Afrique de l'Ouest. Je suis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avant j'ai été en Mauritanie, mais comme outil dans une diplomatie d'influence, notamment de l'Arabie saoudite. J'ai noté dans la présentation une déconnexion de cet enjeu de problématiques géopolitiques, parce que la profondeur historique qui a été soulignée est très pertinente et il faut la remettre en lumière. Ce n'est pas une dimension exogène, l'arabité ou le côté arabophone en Afrique de l'Ouest, mais la proportion qu'elle prend me semble difficilement dissociable, du contexte et de la crise des systèmes éducatifs nationaux. En Côte d'Ivoire, c'est très flagrant. La Côte d'Ivoire n'est pas le Mali ou le Sénégal avec une langue vernaculaire qui a pris une dimension véhiculaire. Donc, c'est un pays encore très francophone. Et des luttes d'influence, parce que l'équivalence des diplômes qui était posée, je ne veux pas être trop long, mais c'est posé avec l'importance des élites ouest-africaines notamment qui ont été formées dans les pays de l'ancien monde socialiste jusqu'à la chute de l'URSS en 91. Et en Mauritanie et au Mali, la question s'est posée pour de nombreux cadres de la haute administration qui ont été formés en Russie, à Bakou, à l'Institut du pétrole ou à l'Université Lumumba de Moscou et qui sont revenus au pays avec des problèmes d'équivalence. Mais aujourd'hui, se former à l'Université King Saoud ou à l'Université internationale de Khartoum, c'est pas déconnecté de lutte d'influence et d'enjeux géopolitiques. Et il me semble, peut-être que c'est les contraintes de l'exposé du jour, que ça n'a pas été souligné. Et pour finir, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un enjeu national pour le ministère. Je travaille par ailleurs sur ces questions, mais il y a la stratégie nationale d'inclusion des structures islamiques d'éducation dans le système formel, parce que ça conduit plusieurs centaines de milliers d'enfants à des impasses professionnelles, c'est-à-dire que l'arabité en Afrique de l'Ouest existe, il y a des locuteurs arabophones, c'est indéniable, mais l'insertion sur le marché professionnel est contrainte à la maîtrise du français ou de l'anglais ou au moins d'une langue nationale. Donc, des gens qui sont alphabétisés en arabe, qui n'ont pas le niveau suffisant en français et des compétences, ça les marginalise et ça induit des frustrations et des fragilités qui ont été soulignées et qui, à la lumière de l'évolution du Mali et du Burkina récemment, pose des problèmes pour les équilibres nationaux. Oui, c'est une question très importante que vous avez soulevée. J'ajouterais à cette question géostratégique, Seyouba, puis je sais que tu pourrais répondre très brièvement aujourd'hui, mais c'est une question sur laquelle il faudra revenir dans le futur parce qu'elle est fondamentale. Moi, j'ajouterais à cette question de M. Terme une question qui est connexe avec l'influence géostratégique. Il y a une transformation idéologique à l'intérieur des sociétés et des luttes sur l'interprétation elle-même des textes religieux entre des courants plutôt salafistes et d'autres plutôt ouverts et puis d'autres tout à fait contestataires. Donc, je crois que cette question d'éducation ouvre sur l'ensemble de ces questions, dont la question géostratégique est fondamentale et dont le reste découle un peu. Les luttes idéologiques, les transformations de la culture, l'islamisation des sociétés, des mœurs, ainsi de suite. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus, Seyouba,
en étant bien conscient que c'est une très grande question, puis Oui, on pourrait certainement. revenir. Je pense quand même que l'intervenant tantôt là, a souligné un point fort intéressant. Mais moi, je considère cette dimension-là comme la partie visible de l'iceberg. Puisque de nos jours, et certes, c'est à partir du moment où on a mis pied dans ça que chacun se questionne. Il y a une question géostratégique. Mais au début, on regardait seulement le côté religieux de la formation. Alors qu'en réalité, quand on entre dans les quartiers, moi, je prends tout le temps cet exemple-là. J'entre dans un quartier d'Abidjan, je vois que s'il y a un mariage, le maire n'est pas souvent présent. C'est l'imam du quartier qui célèbre ces mariages-là. Très souvent, s'il y a un décès, c'est l'imam du quartier qui s'occupe de ça. Donc, dimension sociologique. Et cette personne-là a l'impact sur la société directement et un impact direct. C'est pourquoi, des fois, je me questionne, je me dis, oui, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas fruit d'un délestage, si vous me permettez de dire cela, qui date de très, 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 très longtemps. Donc, c'est pourquoi, intéressant, on peut partir de cela, on peut partir des questions géostratégiques pour aller questionner tout cela. Ça même, c'est pour la santé sociétale de l'Afrique, pour que l'Afrique soit en concordance. Je vous cite un simple exemple. Là. Moi, j'ai eu l'occasion, lorsque j'ai étudié, j'ai fait mes études secondaires en Égypte. Dans notre classe, il y avait des Français. En classe, c'est la première fois que je vois ça. Je m'approchais, je posais la question, mais tu vas étudier ça, qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais il m'a dit, non, mais dans mon pays, si je finis, je sais quoi faire avec. Je peux être dans la représentation diplomatique. Donc, il y a question de stratégie là-dedans. Deux visions différentes. Alors que de l'autre côté, lorsqu'on a mené ces diplômes-là, dès le début, c'est comme pas, ce n'est même pas un diplôme. On l'amène de l'autre bord chez les maîtres, là, on considère quand même que c'est un diplôme. Donc, il y a tout cela. Donc, c'est cela qui nous a conduit aujourd'hui à nous retrouver en marge non contrôlée par ces gouvernants-là. Et puis, ces personnes-là, avec la science qui n'est pas reconnue, a été utilisée. C'est devenu comme science néfaste pour la société maintenant. Ils savent, ces personnes-là sont dans le désert, elles savent quoi faire avec un produit tel et produit tel peut faire quoi. Donc, merci, ça a vraiment un point très intéressant, si je me permets de le dire comme ça. Oui. Voilà. Et, écoutez, je ne vois pas d'autres mains levées. On a dépassé un tout petit peu le temps, mais ce n'est pas grave, c'était bien intéressant. Je crois que tu as soulevé, Sayouba, des questions fort intéressantes. Non, tu as amené un certain nombre d'informations à la fois historiques et sur les écoles, mais à partir de ces questions, on peut en soulever d'autres, puis poursuivre la réflexion sur des thèmes qui sont très proches de ceux de la chair et qui méritent qu'on y pense. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été présent. Je remercie Laurence Jutras et voyons, Carole qui n'est plus là, Carla qui n'est plus là, de s'être occupé de la logistique. Donc, je remercie les personnes présentes d'avoir écouté puis certaines d'avoir intervenu. Et je remercie Sayouba aussi pour cette mine d'informations et ces débuts de réflexion pour qui, j'espère, on ne va pas laisser tomber la réflexion. On doit poursuivre la réflexion sur ces idées en les élargissant et en abordant ce qui a été soulevé par les participants. Alors, merci à tout le monde et on espère vous revoir le 20 avril à la prochaine conférence. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bye.